ce webinaire intitulé Bonjour à tous et merci de votre présence à ce webinaire intitulé Formation et orientation, quelles actions peuvent être cofinancées par le FSE+. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les personnes qui vont intervenir sur ce webinaire. À Lyon, pour la région, Noura Guerfi et Christelle Gély, et à Clermont-Ferrand, Valérie Lafont pour la DRETS et moi-même Isabelle Prudhomme pour la région. La durée du webinaire est d'une durée maximum d'1 heure. Il est possible de poser des questions en ligne, mais uniquement par écrit, via le module Q&A qui se trouve en haut à droite de votre écran. Les réponses seront apportées par écrit et par oral à la fin de chaque présentation, donc à la fin de la présentation de la région et à la fin de celle de la DRETS. Par contre, les questions concernant l'éligibilité d'un projet en particulier ne pourront pas être abordées lors de cet atelier. Pour rappel, l'ensemble des éléments présentés dans le cadre de cette conférence en ligne est soumis à la validation finale de la Commission européenne du programme opérationnel déposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons maintenant réaliser un sondage. Le bouton se trouve en haut à droite de votre écran, au-dessus du bouton Q&A. Vous avez 20 secondes pour répondre à la question suivante. Avez-vous déjà déposé un dossier de demande de subvention FSE ? Bonjour à tous, le sondage est terminé et d'après vos réponses, je constate que vous êtes alors 11% à avoir déjà déposé un dossier auprès des services de l'adresse, 13% auprès du service du conseil régional, 10% auprès des 2 autorités de gestion et 70% à n'avoir jamais effectué de demande de subvention FSE. Voilà, merci pour votre participation. Je redonne la parole à Madame Prudhomme. Merci Sylvie. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. L'ouverture du dépôt des dossiers se fera via la plateforme e-Synergie qui sera ouverte à partir du 15 février prochain, hors thématique exclusivement mise en œuvre par appel à projet ou dont les modalités sont en cours de discussion avec les directions opérationnelles. Néanmoins, avant de déposer votre demande sur e-Synergie, nous vous recommandons de prendre contact avec un chargé de mission afin de vous assurer que votre projet est bien éligible au programme 21-27. La validation définitive des critères de sélection des dossiers se fera par la publication des fiches du document de mise en œuvre, appelé aussi fiche d'OMO, lors du comité de suivi qui aura lieu en mai prochain. Enfin, nous espérons que les premiers dossiers pourront être programmés en juin prochain lors du comité régional de programmation. Le montant de la maquette du programme opérationnel FSE+, est de 143 millions d'euros pour l'ensemble du territoire régional. Le programme opérationnel FSE+, est composé de 4 grandes thématiques. La création reprise d'entreprises et l'économie sociale et solidaire. Le webinaire sur cette thématique a lieu demain de 9h à 10h. La formation des demandeurs d'emploi et l'orientation. La formation des salariés. Et la santé. Le webinaire sur cette thématique a lieu aujourd'hui de 10h15 à 11h15. Lors de cette séance, nous allons donc aborder les thématiques suivantes: la formation des demandeurs d'emploi, l'orientation et la formation des salariés. 62 millions d'euros sont dédiés au dispositif pour la formation des demandeurs d'emploi, inscrits ou non à Pôle emploi, et sont répartis de la façon suivante. 38 millions d'euros sont dédiés au marché de la formation professionnelle mise en œuvre par la Direction de la formation et de l'orientation et 24 millions d'euros sont dédiés aux actions suivantes. Les actions expérimentales et innovantes, elles concernent les formations préqualifiantes, qualifiantes et certifiantes
ainsi que les formations préparatoires à l'emploi, qui ne trouvent pas de réponse dans la mobilisation des marchés publics de la région. Il y a également les actions de pré-apprentissage. Ce sont les actions préparatoires à l'entrée en apprentissage, avec un repérage des participants et un diagnostic qui permet de s'assurer que le jeune est prêt à s'engager sur la voie de l'apprentissage. Il y a également les actions de prévention contre le décrochage et en faveur du raccrochage. Elles comprennent les actions favorisant le retour en formation, les actions d'accompagnement en faveur des jeunes sans solution et les actions en faveur des écoles de la deuxième chance et des écoles de prod. Et enfin, il y a les actions en faveur de l'enseignement supérieur. Ce sont les actions permettant l'accès à l'enseignement supérieur via, entre autres, le développement de parcours de formation et d'accompagnement, ainsi que les actions de prévention du décrochage et ou en faveur du raccrochage pour les jeunes déscolarisés ou sans solution. Je laisse maintenant la parole à Noura qui va nous présenter le dispositif orientation. Oui, bonjour, merci Isabelle. Alors, le programme opérationnel 21-27 prévoit bien une thématique orientation avec la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'orientation. Donc, sur cette thématique, on est dans la continuité de ce qui se faisait sur le PO 14-20, notamment en matière d'actions éligibles et bénéficiaires. Les actions proposées donc, couvriront dorénavant l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur cette thématique orientation, la cible est tout public avec une priorité donnée aux demandeurs d'emploi. Alors, on a donc sur cette programmation une enveloppe de 7 millions d'euros dédiée aux actions d'orientation tout au long de la vie. Et le FSE pourra intervenir en cofinancement d'actions permettant donc notamment le développement d'outils liés à l'orientation et l'information pour améliorer les parcours de formation et d'insertion, le développement d'outils numériques d'orientation, y compris les outils permettant l'information à distance, le développement d'actions spécifiques permettant de renforcer le lien entre les entreprises et les écoles, les actions de promotion et de communication des métiers, notamment donc leur évolution, également l'organisation d'événements visant à promouvoir les métiers, l'enseignement supérieur, également la professionnalisation des acteurs de l'orientation. Donc l'ensemble de ces actions éligibles et les modalités d'intervention seront précisées dans le document de mise en œuvre. Je laisse la parole à présent à Christelle pour le volet accompagnement des entreprises et salariés. Merci Noura, bonjour à tous. Donc un troisième dispositif est prévu dans le programme opérationnel 21-27. Il s'agit de l'accompagnement des entreprises et des salariés pour anticiper et faciliter les transitions professionnelles. C'est une thématique qui figurait déjà parmi les priorités du PO 14-20 qui est reconduite pour 21-27. Rappel, le soutien du FSE aux transitions professionnelles, il s'inscrit dans plusieurs objectifs de l'Union européenne, à savoir la promotion de la formation tout au long de la vie, l'anticipation des changements et l'adaptation des compétences des salariés aux besoins du marché du travail. Autrement dit, les projets soutenus dans le cadre du nouveau programme viseront à pérenniser les activités et à sécuriser les parcours professionnels. Concernant le territoire de mise en œuvre, le PO 21-27 élargit le dispositif à l'ensemble du territoire régional, ce qui signifie que les projets se déroulant sur le territoire de l'Auvergne sont désormais éligibles à un cofinancement FSE. Donc, pour pouvoir être éligibles, ces projets devront bénéficier à des entreprises en mutation économique et ou à des salariés. Ils seront portés notamment par des structures telles que les acteurs de l'emploi et de la formation et par des collectivités. Pour cette nouvelle période de programmation, 15 millions d'euros sont consacrés à ce dispositif. Cette enveloppe permettra de financer 3 types d'actions. Donc, la première, c'est les actions d'accompagnement des ressources humaines. Là, il s'agit principalement d'actions de sensibilisation et de prévention aux enjeux que constituent les RH et d'actions de structuration des RH au sein de l'entreprise. Le deuxième type d'action éligible, c'est la sécurisation des parcours des salariés. Ça concerne notamment l'accompagnement des démarches individuelles des salariés. Enfin, le FSE interviendra sur la formation des salariés, qui est une nouveauté du 21-27, et qui permettra le cofinancement des plans de formation de la région au titre de sa politique en matière de développement économique
ainsi que des plans d'action des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous allons maintenant aborder les modalités de mise en œuvre du programme et pour cela, je redonne la parole à Isabelle. Merci Christelle. Tout d'abord, les taux d'intervention. Le taux d'intervention est de 40% sur le territoire rhône-alpin et le coût total minimum de l'opération est de 100 000 euros. Le taux d'intervention est de 60% sur le territoire auvergnat et le coût total minimum de l'opération est de 50 000 euros. Et le taux d'intervention est de 43% pour les opérations Auvergne-Rhône-Alpes. Le coût total minimum de l'opération sera déterminé en fonction de la localisation du porteur de projet. Les coûts simplifiés retenus pour les dépenses. Tout d'abord, un coût unitaire de 32,82 € pour le calcul des frais de personnel. Ce coût sera appliqué pour tous les intervenants de l'opération, quelle que soit la fonction qu'ils occupent au sein de la structure. Et une option de coût simplifié de 40% appliquée sur les dépenses directes de personnel pour couvrir tous les autres coûts, directs et indirects. Les dossiers de demande de subvention et de demande de paiement seront à déposer sur e-Synergie. Les dossiers de demande de subvention pourront être déposés soit suite à un appel à projet, soit au fil de l'eau. Il n'y aura plus de questionnaire papier. Les indicateurs liés aux participants seront à renseigner via la plateforme dématérialisée appelée Visiaprog, qui sera ouverte prochainement. Attention, concernant la publicité, une pénalité financière allant jusqu'à 3% pourra être appliquée en cas de non-respect des règles de communication. Pour plus d'informations, ce webinaire sera mis en ligne sur la plateforme indiquée à l'adresse qui apparaît sur la diapositive. L'actualité des programmes est disponible sur le portail des fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes. Les modalités d'application vous seront communiquées prochainement car elles sont encore en cours de validation. Cependant, une foire aux questions sera disponible sur le site de l'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous avez une question, un projet, vous pouvez contacter les services de la direction des fonds européens à l'adresse suivante l'europe-s'engage@auvergne-rhône-alpes.fr. Merci de votre attention. Nous allons maintenant répondre à vos questions avant de donner la parole à Valérie de l'adresse. Merci mesdames. Cette première partie a généré quelques interrogations pour lesquelles une réponse écrite a été donnée durant votre présentation, mais il me semble important de vous interroger directement pour préciser certains points, notamment au vu du nombre important d'invités n'ayant jamais déposé de subvention FSE. Alors, combien de temps prend l'instruction d'un dossier? Alors, l'instruction d'un dossier peut aller de 1 mois à 6 mois en fonction de la complexité du dossier et de la réactivité aussi du porteur de projet à fournir les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier. Eh bien, à quel moment est-ce qu'on pourra déposer un dossier? Alors, les dossiers pourront être déposés sur la plateforme e-Synergie à partir du 15 février, mais nous vous recommandons de bien prendre contact avec un chargé de mission qui pourra, avant le dépôt du dossier, s'assurer que l'opération est éligible et répond bien à tous les critères du nouveau programme 21-27. Donc, les contacter à l'adresse qui vous a été donnée précédemment. Comment ma subvention va-t-elle être versée? Pourrais-je obtenir une avance? Alors, une avance sera en effet possible. Et après, il faudra bien évidemment déposer une demande de paiement. Il faudra que le contrôleur gestionnaire s'assure que tous les justificatifs ont bien été fournis. Et à ce moment-là, le solde sera versé. Là aussi, c'est comme pour l'instruction d'une demande de subvention. Les délais sont variables en fonction de la complexité du dossier et de la réactivité du porteur à fournir les éléments demandés. Concernant la période d'éligibilité des dépenses, vous pouvez préciser quelles seront les dates de début et de fin d'éligibilité pour ce nouveau PO? Oui, donc le principal, c'est que l'opération soit déposée sur e-Synergie avant la fin de celle-ci.
Et à ce moment-là, les dépenses pourront être prises en compte si c'est une opération 2022 et que le dossier est déposé avant le 31 décembre à partir du 1er janvier. Pour ce qui est des opérations 2021-2022, les dépenses 2021 seront éligibles, toujours à condition que le dossier ait été déposé sur e-Synergie avant la fin de celle-ci. Existera-t-il, non, pardon, celle-ci, elle n'est pas pertinente, tu y as déjà répondu. Pourquoi le taux de financement n'est pas le même en Auvergne et en Rhône-Alpes? Alors, la Commission européenne a estimé que l'Auvergne était une région en transition, alors que Rhône-Alpes est une région développée. C'est pourquoi les taux sont différenciés entre Auvergne et Rhône-Alpes et que Auvergne bénéficie d'un taux plus favorable. Ok. Et qu'en est-il du taux restant? Taux restant à charge, comment pourra-t-il être compensé pour les Alors, opérations? il pourra être compensé soit par des cofinancements, soit par de l'autofinancement, et les deux peuvent être possibles sur une même opération, du cofinancement et de l'autofinancement. Je vais laisser maintenant la parole à Valérie Lafont. Je vais continuer de répondre à des questions par écrit. Bien, merci. Bonjour et merci au Conseil régional donc, de nous accueillir dans son atelier de présentation donc, de son programme régional 21-27 sur cette thématique formation, emploi et orientation. Donc, côté programme national, donc, le Fonds social européen donc, devient FSE+, sur la période 21-27. Donc, c'est une version renouvelée du FSE qui regroupe l'actuel Fonds social européen, l'ancien programme Initiative pour l'emploi des jeunes et le Fonds d'aide aux plus démunis. Donc, vous voyez s'afficher donc là les volumes financiers qui sont délégués au volet déconcentré Rhône-Alpes et Auvergne au sein donc, du programme national. Donc, vous voyez que si on met de côté donc, les crédits de la réserve de performance qui pourra être débloquée lorsqu'on fera un point de situation à mi-parcours du programme, environ en 2024, on a au total près de 200 millions d'euros pour l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ces crédits font l'objet de ventilation donc, dans les maquettes régionales, donc par grande priorité et par objectif spécifique à l'intérieur de ces priorités. Il faut savoir également que la mise en œuvre de ces crédits se fait donc par la DRETS au niveau régional, mais aussi avec les organismes intermédiaires, donc conseils départementaux et plis des métropoles, et qu'une partie de ces crédits donc, va leur être déléguée dans le cadre de subventions globales. On a aussi d'autres obligations donc, de concentration des crédits au sein de ce programme qui nous conduisent donc à devoir concentrer les crédits sur la priorité 1, donc pour un minimum de 48%, et sur la priorité 2 pour les jeunes, donc pour un minimum de 23% des crédits. Je vous propose qu'on regarde plus dans le détail du coup comment se décline ce programme, son architecture, qui est orientée autour de 6 priorités, dont 3 priorités majeures que vous voyez s'afficher sur l'écran. Donc ces 3 priorités majeures étant celles sur lesquelles on va davantage s'arrêter puisque c'est celles qui sont en lien avec la thématique formation-orientation de ce matin. Donc tout d'abord, la priorité 1, donc, qui concerne l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale pour les personnes les plus vulnérables, les plus éloignées du marché du travail ou les populations considérées comme exclues en termes d'insertion sociale et professionnelle. Vous voyez qu'on l'a doté de 141 millions d'euros, donc c'est-à-dire plus de 70% des maquettes financières, bien au-delà de l'obligation de concentration thématique minimale. On va revenir après dans le détail, mais je vous finis de la présentation globale. On a donc cette fameuse priorité 2, insertion des jeunes et réussite éducative, pour lequel il y avait aussi une obligation de concentration des crédits. C'est donc la deuxième priorité du programme, avec 44,6 millions d'euros. Et troisième priorité centrale, c'est la priorité 3, qui s'intitule Compétences, mutations économiques et systèmes de formation, qui elle est dotée d'1 million d'euros.
Juste pour mémoire, je vous cite les priorités complémentaires, mais on les regardera moins dans le détail. On a la priorité 4 qui vise à promouvoir un marché du travail créateur d'emplois, accessible à tous et un environnement de travail inclusif et sain, donc pour un peu moins d'1 million d'euros. On a aussi une priorité dévolue à l'aide matérielle pour les publics les plus démunis, mais qui s'entend hors aide alimentaire, qui elle est traitée au niveau national pour un peu plus de 1 million d'euros. Et enfin, une priorité 6, innovation sociale et essaimage des dispositifs innovants, qui est une nouveauté sur ce programme, qui n'existait pas en 14-20, et qui, elle, est dotée de 5,2 millions d'euros. Je vous propose qu'on regarde plus dans le détail la priorité 1, qui se découpe en 2 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique que vous voyez s'afficher, c'est celui qui concerne l'insertion et l'inclusion active. Donc, cet objectif, en fait, c'est l'inclusion dans et par l'emploi, qui vise à articuler dans ses actions à la fois une approche professionnelle et une approche sociale, qui permet notamment de traiter la question des freins sociaux pour proposer des solutions de levée de ces freins. Et cet objectif se mettra en place en articulation donc avec ce qui concerne le service public de l'insertion et ses acteurs sur les territoires. Donc c'est là aussi qu'on retrouve tout ce qui concerne l'insertion par l'activité économique, mais aussi l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que cet objectif spécifique relèvera principalement au niveau local de la mise en œuvre par les organismes intermédiaires et une partie du volet déconcentré par la DRES. Je vous propose de regarder maintenant le deuxième objectif spécifique de cette grande priorité 1, qui lui a un objectif différent de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc il va s'articuler en lien avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la différence de l'objectif précédent, c'est que les actions visées seront des actions à visée sociale, déconnectées du lien avec l'emploi. Donc là, il vise vraiment les publics les plus fragilisés, donc les bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi les populations migrantes, les familles monoparentales, mais également les enfants. Donc, vous voyez sont prévues des actions qui viseront à repérer et accompagner ces publics exclus et précaires, mais aussi un objectif particulier d'accès et du maintien dans le logement, puisque c'est un élément important donc, de la lutte contre la pauvreté et de l'insertion sociale. Cet objectif spécifique sera quasiment exclusivement mis en œuvre par les organismes intermédiaires, donc conseils départementaux et plis de métropole sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose ensuite que l'on passe à la deuxième grande priorité de ce programme, qui est donc l'insertion des jeunes et la réussite scolaire. Donc là aussi, cette priorité est subdivisée en 2 objectifs spécifiques dont les finalités sont différentes. On a d'une part l'objectif spécifique A qui vise à l'insertion professionnelle des jeunes en soutenant notamment les apprentissages par la voie de l'alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc là, l'objectif, c'est bien d'accompagner vers l'emploi les jeunes qui en ont le plus besoin. Donc les jeunes, c'est-à-dire jusqu'à moins de 30 ans. Et cet objectif spécifique prend clairement le relais du programme Initiative pour l'emploi des jeunes, qui préexistait auparavant, mais uniquement sur le périmètre auvergnat et qui là s'étend à l'ensemble du territoire national, donc en Auvergne et en Rhône-Alpes en ce qui nous concerne. Deuxième objectif spécifique, donc l'objectif spécifique F, qui lui vise l'accès et le maintien dans les systèmes d'éducation et de formation initiale. Donc là, en résumé, c'est lutter contre le décrochage scolaire, réduire le taux d'abandon de scolarité afin d'augmenter le niveau de qualification à la sortie de la formation initiale. Ensuite, priorité 3. Donc la troisième des grandes priorités principales, c'est la priorité compétences, mutation économique et système de formation,
Donc, elle vise la formation continue des salariés et des demandeurs d'emploi, mais aussi la formation des équipes éducatives et l'appui à l'orientation scolaire. Alors, compte tenu à la fois de la répartition des rôles entre le volet central, la DGEFP sur ce programme national, et la répartition des thématiques entre l'État et la DRETS et le Conseil régional en Auvergne-Rhône-Alpes, la DRETS mobilisera essentiellement l'OSE, donc la formation des équipes éducatives et l'appui à l'orientation scolaire, mais ne mobilisera pas de crédit sur la formation et l'accompagnement des entreprises et des actifs occupés. Donc, on se focalisera davantage donc, sur cet objectif donc, qui s'intitule également Plan École Inclusive, donc, en soutien donc, à la formation des équipes éducatives. Voilà pour les 3 grandes priorités donc, en lien avec les thématiques de ce matin. Et vous voyez s'afficher donc simplement la priorité marché du travail et environnement professionnel inclusif et adapté. Hein, juste pour vous dire qu'on va retrouver là tout ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'articulation des temps de vie, la lutte contre les discriminations au sens large, tout ce qui permet de favoriser le taux d'emploi et l'allongement des carrières, et également au niveau national, l'appui au monde associatif et à l'ESS. Voilà, donc je n'y arrête pas davantage. Et pareil pour mémoire, mais très rapidement, la priorité 5, aide matérielle aux plus démunis, où là, on sera sur des taux de cofinancement dérogatoires de 90%. Et puis, la priorité 6, donc c'est quand même une nouveauté à signaler, où là, l'objectif, c'est de favoriser toujours l'insertion et l'inclusion active en permettant l'essaimage et l'innovation en matière donc d'innovation sociale sur les territoires, et donc ou tout ce qui permettra effectivement de faire changer d'échelle, de faire progresser des expérimentations pour qu'elles puissent être déployées de manière beaucoup plus large. Là également, taux de cofinancement dérogatoire de 95%. Je vous dis un mot aussi de la mise en œuvre, hein, donc avec un calendrier prévisionnel qui tient compte à la fois donc, de l'avancement du programme au niveau national. Donc ce programme national sera transmis par le ministère du Travail à la Commission européenne d'ici le 17 mars prochain. Et le système d'information Ma Démarche FSE, qui devient Ma Démarche FSE Plus pour 21-27, sera ouvert aux porteurs de projets à la fin du premier semestre de cette année, donc autour de juin ou juillet 2022, qui permet donc à partir de là de décliner au niveau régional cette mise en œuvre pour laquelle nous avons à finaliser donc la ventilation des crédits, notamment pour identifier les enveloppes des organismes intermédiaires, mais aussi lancer les premiers appels à projets de la DRETS, donc c'est-à-dire sur la période entre juin et septembre, hein, pour être en phase avec la disponibilité de la plateforme Ma Démarche FSE+. Et également, après, la déclinaison au niveau des organismes intermédiaires de leur demande de subvention globale, mais aussi de leur propre mise en œuvre de programmation de leurs crédits, à travers, là aussi, le lancement d'appels à projets pour lesquels on se fixe un objectif d'échéance à partir d'avril, entre avril et juillet, pour avoir une période à titre indicatif. Vous dire également donc, que les appels à projets seront un procédé systématique sur 21-27 pour la mise en œuvre du programme national. Donc ces appels à projets définiront les typologies d'action en se référant aux grandes priorités que je viens de vous présenter, mais en se référant également aux objectifs spécifiques. Et ces appels à projets donc, permettront d'identifier les typologies d'action, mais aussi les typologies de porteurs de projets qui pourront présenter leurs opérations soumissionnées à cet appel à projet. Et l'appel à projet précisera également les options de coûts simplifiés qui seront mobilisables en fonction des types de priorités. Donc on va retrouver les options de coûts simplifiés qui prévalaient sur l'ancien programme 14.1,
donc avec notamment des taux forfaitaires pour couvrir les dépenses indirectes, plus quelques nouvelles options de coûts simplifiés qui seront encore à préciser avec le niveau national, mais sur lesquelles on sera en mesure d'apporter plus de précision, bien évidemment, au moment du lancement des appels à projets. Voilà, donc simplement, vous voyez s'afficher donc l'adresse institutionnelle également du service du département FSE de l'adresse, si vous souhaitez contacter le service et obtenir des informations complémentaires. Dans l'immédiat, je suis disposée donc à répondre aux questions qui remontent via les questionnements écrits. Alors, je vais laisser la parole à Franck et Camille de l'Adresse. Oui, alors donc on a une question au niveau des dispositifs d'insertion et de formation des détenus qui est demandé s'ils peuvent faire l'objet de subventions FSE ou s'ils sont sur des lignes financières uniquement disponibles auprès du ministère de la Justice et si on a eu de telles demandes ces dernières années et qui ont été financées. Alors oui, en effet, ça fait partie des types d'opérations donc, qui sont éligibles au programme Fonds social européen donc, pour l'insertion professionnelle des publics détenus, que ce soit pour des publics jeunes. Donc on a eu des opérations sur le programme précédent 14-20 portées pour un public donc, de jeunes sous main de justice notamment, qui a été déjà porté par certaines missions locales, donc ça rentre dans les critères d'éligibilité du programme. Et en fonction du public et de la finalité de l'opération, ce type d'opérations peuvent relever soit de la priorité 1, soit de la priorité 2 du programme 21-27. On a une demande également sur l'éligibilité des étudiants allophones, des enfants allophones. Alors, effectivement, l'accès à la langue donc, du territoire sur lequel vivent ces publics et notamment ces enfants donc, peut être considéré comme un frein d'accès, alors pour les plus âgés d'accès à l'emploi ou pour les plus jeunes, de bonne continuation, on va dire, de la scolarité. Donc, les actions spécifiques à destination de ce public peuvent être prises en compte dans le cadre des objectifs visant à lutter contre le décrochage scolaire. Donc, très clairement, dans l'objectif spécifique dédié de la priorité 2, donc, qui est l'OSF, accès et maintien dans les systèmes d'éducation et de formation initiale. Des appels à projets seront lancés de manière, parmi les premiers appels à projets qui seront lancés, il y aura notamment des appels à projets sur les priorités 1 et sur la priorité 2, justement, et en particulier en ce qui concerne la lutte contre le décrochage scolaire. Donc, typiquement, ce genre d'action pourra rentrer dans ce cadre. On a une demande de précision sur la répartition des rôles entre la région, la DREETS et les conseils départementaux. Par rapport à quelle thématique précise ou... C'est une question de façon large. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le conseil régional ne gérera plus le dispositif apprentissage, parce que là, il avait l'habitude de le gérer depuis déjà deux programmes. Donc ça, au niveau des lignes de partage, c'est très clair maintenant, et ça sera élargi à Auvergne-Rhône-Alpes par la DREETS, alors que nous, ça ne l'était que sur Auvergne. Et je vois qu'il y a effectivement notamment une question, y a-t-il des appels à projets prévus dans le champ d'accompagnement à l'apprentissage? Donc là, Valérie, je vous laisse répondre, mais là, vous avez déjà donné une partie de la réponse. En effet, merci Isabelle. Oui, pour préciser, effectivement, cette question, elle est très large et qu'on a des répartitions qui sont en fonction en fait, des thématiques. Donc, mais comme dans l'exemple de l'apprentissage cité par Isabelle Prudhomme, en effet, tout ce qui concernera, on va dire, les compléments, on va dire, d'action
mise en œuvre notamment par les CFA pour prévenir le décrochage scolaire des apprentis sera mise en œuvre par la DREES directement maintenant dans le cadre de cette fameuse donc, priorité 2, puisqu'on est bien sûr, on parle d'apprentis, enfin on va dire de poursuite de formation en apprentissage ou par la voie on va dire classique. L'objectif là c'est bien de lutter contre le décrochage scolaire et c'est à ce titre-là qu'on prendra le relais de cet accompagnement auprès des centres de formation d'apprentis pour les outiller dans cette prévention contre le décrochage scolaire. Donc on pourra cofinancer des modules, des éléments et des actions d'accompagnement et de soutien par les équipes éducatives. Par contre, la partie accompagnement des jeunes vers l'apprentissage, dans la mesure où ça relève davantage des thématiques d'orientation, elle est toujours mise en œuvre par le conseil régional. Là, il n'y a pas de changement puisque là, la finalité, c'est bien une finalité d'orientation et l'orientation étant une compétence du conseil régional, du coup, le FSE vient en complément de cette compétence. Voilà. Et le préapprentissage, donc, qui était ouvert seulement en Auvergne, sera maintenant ouvert en Rhône-Alpes également, élargi à l'ensemble du territoire. Donc ça, pour le coup, cette ligne-là est aussi très claire. On a aussi une ligne de partage sur le décrochage-raccrochage, comme on l'a évoqué. Donc nous, ça sera plutôt des actions pour favoriser un retour en formation ou pour accompagner les jeunes sans solution. Et comme je l'ai également précisé, pour les écoles de la deuxième chance et les écoles de prod. Et je laisse Valérie compléter pour la partie DREES. Oui, alors en ce qui concerne donc pour rester sur la lutte contre le décrochage scolaire, donc l'État interviendra lui davantage sur la partie donc formation initiale sur les niveaux on va dire primaire et secondaire d'une manière large. Vous dire également aussi que en ce qui concerne le volet apprentissage, donc les questions d'accompagnement des apprentis aussi en périphérie de ce qui se fait au sein des centres de formation d'apprentis. Donc dans leur on va dire tout ce qui concerne plus les éléments de vie quotidienne qui peuvent constituer là aussi des freins en matière de logement, en matière de santé, sur un plan linguistique aussi. Ça rejoint la question sur les publics allophones, seront mis en place là par la DREES dans la même logique qui est de travailler, de lutter contre ces freins qui peuvent ensuite générer du décrochage scolaire. Autre thématique également, donc du coup sur lesquelles il y a un partage qui est clair, c'est celui que j'ai évoqué concernant donc l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement et la formation de leurs salariés. Où là, ce n'est pas l'État, DREES qui les mettra en œuvre, mais le conseil régional. On a une question également toujours sur la formation en études supérieures. On s'interroge sur l'éligibilité des étudiants étrangers dans les cadres des études supérieures. Alors, c'est une question d'éligibilité à des études ou c'est une question d'accès aux études ou c'est une question plus de lutte contre le décrochage scolaire? C'est une question d'éligibilité du coup des étudiants étrangers, oui, en financement d'une action universitaire. C'est-à-dire que, nous, on pourra prendre en charge effectivement les actions de prévention du décrochage. Donc, si la langue est une barrière et qu'elle peut engendrer le décrochage universitaire, à ce moment-là, je pense qu'elle pourra être éligible chez nous. Tout dépend effectivement quel est précisément le problème lié au fait que ce soit des étudiants étrangers.
peut-être préciser par rapport à ce type de question qui est formulée de manière large que le FSE n'a pas vocation à se substituer ou à répondre à des problématiques en fait qui relèvent de la réglementation nationale d'une manière générale. La question de l'accès aux études supérieures pour les étudiants étrangers, c'est d'abord une question de situation de la personne sur le territoire français. Et si sa situation est claire et conforme, elle peut accéder bien évidemment donc, aux études supérieures. Après, c'est bien les problématiques spécifiques qu'on a citées qui sont prises en charge par le Fonds social européen. Si une difficulté après particulière et qui fait partie des difficultés identifiées dans nos programmes, qui est prise en charge à travers le cofinancement d'opérations. Mais ce ne sont jamais déjà d'une part des situations individuelles, c'est toujours un projet porté par une structure, par un porteur de projet et qui va identifier une problématique pour un groupe d'individus, pour un groupe de public. Et cette problématique, il faudra l'identifier par rapport à quel est l'objectif visé, quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette action pour laquelle on demande un cofinancement du Fonds social européen. Et en fonction à la fois de ces deux critères qui sont quel est le public visé en termes de groupe et quelle est la finalité qu'on se propose d'atteindre, que sera défini si c'est oui, c'est éligible au FSE et si oui, auprès de quel service gestionnaire à ce moment-là cette opération relève, soit le conseil régional, soit l'État, DRETS ou organisme intermédiaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question sur la mise en œuvre de l'OSL relatif à la lutte contre la pauvreté. La question porte sur les obligations liées à l'éligibilité et au suivi des bénéficiaires. Celles-ci seront les mêmes que celles pour les autres actions d'insertion. Alors, en fait, pour tout projet cofinancé par le Fonds social européen, il y a une obligation donc d'identifier précisément les critères d'éligibilité du public concerné par l'opération. Donc il faut qu'on puisse, voilà, en fait ça rejoint quelque part la réponse à la question précédente. Il faut qu'on sache quel est le public visé par l'action et dans quel objectif. Et bien évidemment, il y a toujours une obligation de suivi. Même si pour 21-27, le cadre de performance a été allégé par la Commission européenne, l'objectif de l'Europe, c'est bien toujours de pouvoir avoir un retour de la visibilité sur à quoi ont servi les fonds européens et pour quel public, dans quel volume et pour quelle catégorie de public. D'où la nécessité de suivre le public qui va bénéficier des actions, qui va entrer dans les actions cofinancées. Donc ce suivi, il se fait en général à travers les systèmes d'information dédiés, que ce soit celui de l'État, ma démarche FSE+, ou celui du conseil régional. Donc il y a une nécessité de pouvoir identifier le public de manière, là pour le coup, individuelle, participant par participant, et de pouvoir donner des informations sur les caractéristiques de ce public pour savoir si ça correspond bien au public qui était visé. Voilà. Donc il y a cette obligation de suivi pour avoir cette visibilité sur à quoi ont servi les fonds et à combien de personnes ils ont bénéficié et si c'était bien les personnes qui étaient visées par les programmes. Il y a aussi des obligations d'évaluation qui s'attachent à la mise en œuvre des programmes européens, au-delà de l'obligation de rendre compte de son action par chaque porteur de projet, de pouvoir donner un bilan
quantitatif, qualitatif et financier à la fin de chaque opération, qui permet non seulement de vérifier que ce qui était prévu a été fait, dans quelle proportion, et de mesurer après la part de financement FSE qui doit être affectée au bout du compte à l'opération, mais aussi pour ces objectifs, on va dire, plus statistiques et de visibilité de l'intérêt des crédits européens et de l'effet levier qu'ils ont réussi à produire au bout du compte. On est en FSE sur des prestations, des opérations qui sont immatérielles, sur de la ressource humaine. Il n'en résulte pas, comme avec d'autres types d'opérations ou d'autres types de fonds, des bâtiments qui restent, des matériels achetés. Donc il est d'autant plus important que les réalisations qui sont donc par définition immatérielles puissent faire l'objet d'un suivi assez rigoureux. Je ne sais pas si les collègues de la région veulent apporter des précisions sur ce point. Non. Par contre, il me semble, Sylvie, que peut-être il y avait une dernière question pour reprendre l'éligibilité des dépenses, c'est ça? Oui, je pense que des personnes se demandent comment faire s'ils ont engagé des dépenses en 2021, qu'ils souhaitent déposer leur dossier en 2022. Est-ce que les dépenses 2021 pourront être prises en compte? Alors, tout dépend de la fin de leur opération en 2022. Et je le rappelle, la règle, c'est que le dossier de demande doit être impérativement déposé avant la fin de l'opération. Donc si c'est une opération, mettons, qui va du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, si le dossier est déposé avant le 30 juin, les dépenses 2021 seront bien éligibles. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on arrête le webinaire? J'ai juste une petite dernière question rapide qui est en fait la suivante. Les modalités, les délais de paiement seront-elles plus rapides dans ce nouveau programme? Alors, nous le souhaitons. Ça reprend aussi un petit peu une question précédente. C'est vrai qu'on met en place soit un coût unitaire, soit une option de 40%. Tout ça aussi en vue de simplifier aussi bien l'instruction que la certification. Donc oui, on espère que les dossiers, les soldes notamment, pourront être versés plus rapidement. Mais voilà, ça dépend aussi des pièces fournies par les porteurs, de la réactivité aussi quand on leur demande des pièces complémentaires. Donc parfois, voilà, on n'est pas unique dans la boucle et il faut aussi que le porteur puisse nous donner les éléments dont on a besoin pour certifier et payer. Je me permettrai juste d'ajouter effectivement, sachant que ces questions de gestion, elles sont tout à fait partagées par les deux autorités de gestion, qu'on a les mêmes préoccupations et que du coup, ça rejoint la question sur la traçabilité et le suivi de l'opération. Plus le porteur aura anticipé en amont ces éléments de suivi de son activité, de son action cofinancée, que ce soit au niveau des participants ou au niveau des moyens qu'il met en œuvre à son niveau, donc ces intervenants, les moyens qu'il mobilise, plus ces éléments-là auront été définis en amont, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre au cours de l'opération. Donc il aura pensé à bien formaliser et tracer ce qu'il fait à chaque étape de la mise en œuvre de son opération, plus la justification au moment du bilan sera facilitée et plus l'opération, l'étape de contrôle de service fait sera rapide et permettra de traiter le dossier et de déclencher le paiement du solde de l'aide Fonds social européen. Y a-t-il une dernière question? Oui, alors il y a une question sur les opérations qui ont été commencées en 2021. Qu'en est-il de la publicité et du suivi des participants?
Alors, Allez-y. en fait, donc de la même façon pour l'adresse que pour le conseil régional, hein, donc pour qu'une opération 2021 soit éligible, il faut qu'au moment où le dossier sera déposé formellement en 2022, il faut que l'opération ne soit pas terminée. C'est vraiment la condition pour récupérer toute la partie 2021. Et là, de la même façon, il faut que ce qui a été fait en 2021 ait fait l'objet d'une formalisation et d'une traçabilité des différentes étapes réalisées. Parce que s'il y a bien un principe de rétroactivité d'éligibilité des dépenses à compter du 1er janvier 2021, la condition, c'est que les dépenses et les actions qui ont généré ces dépenses soient justifiables après la fin de l'opération, c'est-à-dire y compris sur la période 2021, même quand le dossier n'était pas encore déposé. Il faut absolument ne seront récupérables, rachetables au sens dossier FSE, que ce qui aura été tracé et qui pourra être justifié donc au bout du compte. Donc il faut avoir anticipé ou alors il faudra que le périmètre de l'opération soit redéfini pour la partie 2021 en fonction de ce critère de justification, de la capacité à justifier ce qui aura été fait en 2021. Et pour ce qui concerne les logos, donc les logos sont en cours de validation. Donc pour un dossier 2021-2022, il sera encore temps de mettre les bons logos. On vous les communiquera le plus rapidement possible. Quant au questionnaire, la plateforme donc Visiaprog devrait être ouverte très prochainement. En attendant, des questionnaires transitoires sont utilisables pour faire remplir aux participants les données nécessaires au moment du contrôle de service fait. Pour les outils, on va dire, et plateformes côté État, hein, c'est pareil, c'est pas encore disponible, mais si les choses ont été faites selon les mêmes, on va dire, éléments les mêmes critères et les mêmes bases que celles qui prévalaient sur 2014-2020, ça sera bon. Les principes de fond, de justification et de publicité restent les mêmes. Même si les logos peuvent varier ou les formulations peuvent varier, si ce qui a été fait en 2021 permet d'identifier que cette opération, enfin, quelle était l'opération, et que les participants avaient connaissance que cette action elle était potentiellement cofinancée par du fonds européen, que par anticipation, on va dire, il y a quand même eu la mention qu'un financement européen sera demandé sur cette opération, avec à minima hein, le logo de l'Union européenne, c'est déjà quelque chose sur lequel on pourra prendre appui pour étudier plus dans le détail, on va dire, ce type d'opération. Donc s'il y a déjà des choses comme ça qui ont été faites, hein, même si ce n'est pas exactement les tout derniers logos, s'il y a déjà des éléments qui permettent voilà, de vérifier qu'à minima, les choses ont été tracées et qu'en termes de publicité, ça a été prévu et communiqué, à ce moment-là, c'est un bon point de départ. Pas d'autres questions? Non. Sylvie non plus? Non, C'est non, bon? non. La plupart a été répondu soit à l'écrit, soit là oralement. Merci. Bon, bah écoutez, alors à ce moment-là, nous allons terminer ce webinaire et nous vous remercions de votre participation. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.